ravi d'être avec vous pour avoir l'occasion de parler de Françoise Rudetsky, que j'ai connue, mais tout le monde dans la salle l'a probablement bien connue. Alors, ce qui m'a frappé, en réfléchissant à ce qui lui était arrivé en 1983, ce qui m'a frappé en lisant les articles, c'est que le mot attentat n'est pratiquement pas écrit et que le mot terrorisme n'est pratiquement pas écrit. C'est-à-dire que on considérait que c'est un accident et que c'était pas intégré dans une culture qui nous frappe beaucoup plus aujourd'hui, mais qui a commencé, ben, ça n'a pas commencé à cette époque-là, mais à cette époque-là, c'était pas théorisé, on s'en préoccupait pas, c'est un accident douloureux, c'était grave. Alors les accidents, les attentats existaient bien sûr, hein, il y a Ravaillac a été écartelé pour avoir commis un attentat, donc ça a existé, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, on a tous appris ça. Mais ce qui est frappant, c'est que les mots avec lesquels on vit aujourd'hui ont été tous difficiles à penser. Par exemple, la notion de trauma, il a fallu attendre très longtemps pour penser la simple notion de trauma. Alors, un premier traumatisé que vous avez tous fréquenté, c'est Nabucodonosor. Hein, vous avez tous lu sa biographie. Et il revient de la guerre très altéré, il se met à délirer, il se prend pour un animal, et aussitôt on explique le comportement étrange de l'empereur par les stéréotypes du contexte. Comme il était en guerre contre les Hébreux, eh ben c'est que les Hébreux lui ont lui ont jeté un mauvais sort. Et paf, c'est expliqué. Et on a toujours expliqué par les outils du contexte aussi. Par exemple, quand la SNCF, c'était quand les trains se sont développés et qu'il y avait des accidents de train, les gens étaient parfois très altérés, eh bien on a expliqué par la vitesse excessive des trains qui, en effet, à cette époque-là, roulaient à 50-60 km/h. Donc, et puis on continue comme ça, on expliquait tout, non pas par une démarche sémiologique comme on cherche à le faire aujourd'hui, mais on l'expliquait par les stéréotypes du contexte. Alors, par exemple, pendant les guerres précédentes, quand un soldat revenait troublé, eh bien, c'est parce qu'un boulet lui avait frôlé la tête et avait donc secoué son cerveau. Et vous avez tous reconnu l'explication de Ferenczi qui expliquait les troubles psychiques par le vent du boulet qui avait secoué le cerveau. Et je travaille à Toulon, où actuellement il y a énormément de syndromes psychotraumatiques avec des jeunes soldats qui ont fait la guerre d'Afghanistan, dont plus personne ne parle, qui ont fait la guerre du Mali, dont plus personne ne parle. Ces jeunes sont très solides, très bien formés physiquement, intellectuellement, techniquement, mais ils sont souvent admirables et il y a moins de morts qu'avant, il y a énormément de syndromes psychotraumatiques. Et notamment quand j'écoute un peu comme vous, quand je parle avec ces jeunes, je suis frappé de les médecins militaires, notamment Patrick Clairvoy, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire du traumatisme, a retrouvé des archives pendant la guerre de 14-18, où ce sont des jeunes garçons qui n'avaient pas le droit de vote, c'est-à-dire c'était les adolescents qu'on a envoyés se faire massacrer dans les tranchées dans des conditions terrifiantes, plus d'1 million d'adolescents massacrés, puis quand ils rentraient, soit avec la gueule cassée, soit gazés, soit avec des troubles psychiques qu'on ne savait pas diagnostiquer, puisqu'ils ne pouvaient plus combattre à cause de ces troubles psychiques, on les appelait les traîtres. Quelques-uns ont été fusillés, et on a retrouvé des archives où dans les hôpitaux, on leur envoyait des chocs électriques pour qu'ils soient mieux dans les tranchées qu'à l'hôpital, où bien sûr ils étaient là pour se planquer. C'est-à-dire que la notion de victime n'était pas pensée, puisqu'ils ne pouvaient plus combattre, c'était des traîtres. Alors comment voulez-vous que la notion de terrorisme soit pensée? Alors maintenant, on ne peut pas y échapper.
Mais surtout, la notion de résilience aussi a été très difficile et encore difficile à penser. Mais quand Françoise Rudetzky m'a demandé de venir réfléchir et parler avec elle, ce qui l'a frappé surtout, c'était que l'attentat, ceux qui avaient commis l'attentat, c'est très souvent n'étaient pas pénalisables. C'est-à-dire il y avait un accident, et pourtant on avait connu la guerre d'Algérie, où les attentats étaient extrêmement nombreux, mais surtout, ce que Françoise disait, c'est que après l'attentat qu'elle avait subi, comme d'autres, les meubles étaient indemnisés, mais pas les blessés, mais pas les survivants. C'est-à-dire qu'on attachait plus d'importance aux choses qu'aux êtres humains. Je suis pas sûr que ça ait totalement disparu. Alors, ça veut dire que dans ce contexte-là, on pouvait tuer comme si de rien n'était, on n'était pas pénalisé, il fallait pas casser de meubles, parce que là on risquait, c'était embêtant. Mais on pouvait tuer comme si de rien n'était, c'était pas pensé par la culture, donc c'était pas indemnisé. Il n'y avait pas de statut. Et quand elle a fondé SOS Attentat, elle a d'obtenir le statut de victime. Mais très rapidement, elle a obtenu en même temps le désir de considérer que quand on était victime, on pouvait ne pas faire une carrière de victime. On était victime, et alors ça, c'est quand j'ai commencé à travailler sur la résilience, je me rappelle une journaliste qui m'avait interrogé et elle ne me posait que des questions d'horreur, parce on est fasciné par l'horreur, hein, tous. Il suffit de regarder la télé, il suffit même d'aller au cinéma. Sur quoi portent les films? C'est que des films d'horreur. C'est que des films. Donc on est fasciné par l'horreur. Peut-être que s'il y avait pas autant d'horreur dans la condition du vivant ou dans la condition humaine, il y aurait moins de romans, il y aurait moins de films, il y aurait moins de pièces de théâtre, parce qu'après tout, le théâtre a été conçu pour lutter contre l'inceste, hein. C'est-à-dire que le théâtre grec, les comédiens jouaient sur scène ce qui ne pouvait pas être dit dans les familles, et on bouclait la porte, et les citoyens devaient parler de ce que les comédiens avaient joué. Alors là, c'était le début de la démocratie, puisqu'on pouvait être d'accord ou pas. Alors bien sûr, quand on va au cinéma avec des amis, ou quand on va au théâtre, ensuite on va au restaurant, et qu'est-ce qu'on fait au restaurant? On parle de la pièce de théâtre, ou on parle du film, et vous avez sûrement remarqué qu'on n'est jamais d'accord. Mais ça fait rien. Il y a un débat démocratique qui est permis parce que les comédiens sont nos porte-paroles. Alors cette journaliste m'interroge, qu'est-ce que c'est que la résilience? Elle ne me pose que des questions d'horreur. Et puis à la fin de l'émission, elle me dit, dites la résilience, c'est pas yop la boum. Alors je lui dis, non, vous m'avez posé que des questions d'horreur, posez-moi des questions sur la résilience. Comment se remettre à vivre avec, mais avec ce qui nous est arrivé? Comment voulez-vous qu'on oublie? On a des traces dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre mémoire, dans notre famille. Il y a des traces. Comment voulez-vous qu'on se remette à vivre comme avant? Mais il faut chercher à comprendre comment on peut se remettre à vivre, pas comme avant, mais le mieux possible. Parfois bien, parfois très bien, parfois moins bien. Donc ça, tous les praticiens qui sont dans la salle savent que c'est jamais du 100%. Donc elle a obtenu la loi de 1990 qui disait que finalement on pouvait indemniser les gens et on pouvait donner aux enfants un statut de pupille de la nation, comme ceux qui sont morts pendant la guerre, leurs enfants étaient pupilles de la nation. Quand quelqu'un est blessé pendant la guerre, il a droit à une indemnité ou à une pension ou des avantages comme par exemple une réduction de train. Donc mais ça permet de vivre. C'est-à-dire que ça aide, non, j'ai mal dit, ça permet pas, ça aide à moins mal vivre. Alors que, donc, c'est quelque chose qui paraît tout à fait logique. Et j'ai été frappé aussi parce que
vous venez tous de naître, hein, mais moi j'ai connu 2 guerres. Alors que vous avez la chance d'appartenir à une génération, à 2, 3 générations qui n'ont pas connu de guerre à la maison. Mais il y avait des soldats français qui faisaient la guerre à l'extérieur. Oublie, on n'en parle plus. C'est incroyable. Alors que eux, ils ont ça dans leur chair et surtout dans leur âme, ils vivent encore avec ça. Mais on les entoure pour essayer de faire quelque chose de ce malheur qui leur est arrivé. Alors pendant la guerre d'Algérie, il y a eu énormément de poseurs de bombes. Et à Marseille, il y avait mon ami Mahfoud Boussepsi, qui était chef de clinique à Marseille, que certains dans la salle ont probablement connu, et qui avait commis le crime de dire qu'il fallait s'occuper des enfants nés hors mariage. Il a été égorgé devant son service à Alger. Et quand Claire Brisset m'a invité à partir avec elle, l'accompagner en Algérie pour dire qu'il fallait s'occuper de ses enfants, alors ça ne surprendra personne, c'est une banalité, je vais dire. Alors on leur disait, si vous vous occupez des enfants très tôt, beaucoup, pas tous, mais beaucoup vont se socialiser, apprendre à parler, aller à l'école et se débrouiller dans la vie. Mais si vous vous en occupez pas maintenant, parce qu'ils sont nés hors mariage, vous vous en occuperez quand ils deviendront adolescents, et là, c'est avec la police, c'est avec l'armée, c'est là que vous vous en occuperez encore plus. Alors, les médecins, les psychologues algériens, on a les mêmes théories, on a la même formation, on n'a eu aucun problème. On était vraiment dans le même monde mental, dans un monde de praticiens. En revanche, ma surprise, ça a été qu'avec les juristes, alors là, on n'a pas été du tout dans le même monde mental, et il y avait des femmes juristes qui nous expliquaient que c'était immoral de s'occuper de ces enfants blasphématoires parce qu'ils étaient nés hors mariage. Or, à Paris, je pense qu'il y a une population d'enfants blasphématoires qui se développe très bien, parce qu'ils sont entourés et parce qu'on a changé de manière de penser et que finalement, on sait ce qu'il faut faire pour, comme ça a été dit tout à l'heure, non pas revenir à l'état antérieur, parce que c'est pas possible. Hein. On revient jamais à l'état antérieur. Même nous, même quand on n'a pas trop de trauma, quand on a les épreuves de la vie, on revient pas à l'état antérieur. La mémoire est tellement évolutive. C'est la mémoire qui n'évolue pas, c'est le syndrome psychotraumatique. Où là, on n'évolue pas, c'est toujours la même horreur, la même image, les mêmes mots, les mêmes insomnies. Là, la mémoire est figée, prisonnière du passé. Mais quand on est entouré, quand on peut parler, quand on peut se sentir sécurisé, soutenu, la mémoire évolue et comme le disent tous nos patients quand ils vont mieux, la phrase magique, je ne vois plus les choses comme avant. Alors quand ils prononcent cette phrase, on se dit ça va, on a été utile, ça va. Et quand on les entoure, et quand on les aide à donner sens au malheur qui leur est arrivé, et comment on fait? Alors quand on les entoure, soutien, on les sécurise. Le tranquillisant naturel, c'est la familiarité, c'est tisser un lien. Le tranquillisant naturel, c'est pas le Temesta, c'est tisser un lien. Et comment fait-on pour donner sens à quelqu'un? Il faut chercher à comprendre la personne, le contexte, et là, le travail du sens marche étonnamment bien parce que le sens qu'on donne aux choses, aux événements, modifie non pas l'événement, mais le sens qu'on donne aux événements modifie la manière dont on les ressent. On ne ressent plus l'événement de la même manière si on a travaillé à lui donner sens. Et ça, c'est faisable. Ça, on sait le faire. Alors Françoise Rudinesky a voulu absolument faire ce travail, non seulement de donner un statut de victime pour qu'il soit reconnu, pour qu'il soit aidé, et pour qu'il soit pas tué ou massacré comme si de rien n'était,
mais ne pas faire une carrière de victime, c'est-à-dire aider à reprendre le développement le mieux, le moins mal qu'on peut, et dans ce cas-là, on est dans la définition de la résilience. Maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup d'attentats et de terrorisme, et j'ai été frappé beaucoup en lisant Germaine Tillion, qui était une sacrée petite bonne femme. Tous les gens qui l'ont côtoyée sont tombés amoureux d'elle. Et c'était une sacrée petite. Elle faisait des concours de cuisine. Alors c'est pas pour ça qu'elle est qu'elle est rentrée dans la culture, et pourtant elle aurait mérité. Hein. Mais elle est rentrée dans la culture parce que jeune ethnologue, elle tombe en familiarité avec les Berbères. Elle passe en Allemagne en 1929 et elle, qui était, contrairement à ce qu'on dit, c'était pas un peuple barbare, c'était le peuple le plus cultivé d'Occident dans les années 30. Pourquoi est-ce on parle de barbarie allemande? C'était le peuple le plus cultivé. Et elle passe et elle dit à ses amis allemands, il se passe chez vous des choses étranges, il y a une théorie curieuse, ses amis éclatent de rire et lui disent, c'est une théorie idiote, comment veux-tu qu'elle prenne? 2,9% du NSDAP, parti nazi, en 1929, bourrasque d'épidémies de croyances, je souligne, épidémie de croyances en 1939, 90-95% d'un peuple cultivé et intelligent sont embarqués par une bourrasque de croyances et vous connaissez la suite. Alors, conclusion, méfions-nous des théories idiotes, c'est celle qui marche le mieux. Plus une théorie est conne, plus elle risque d'être suivie. Donc, parce qu'il n'y a pas besoin de penser. Et que les régimes totalitaires sont séduisants parce qu'ils disent aux gens arrêtez de penser. Moi, votre chef religieux, chef laïque, chef profane, chef parfois scientifique, récitez ma théorie et arrêtez de penser. C'est une bonne affaire quand même. Alors là, il y a plein de gens qui se laissent convaincre par un argument comme ça. Alors que dans une démarche démocratique, il faut penser, on n'est pas d'accord, il faut argumenter, il faut lire, il faut voyager, c'est fatigant, c'est passionnant, et il faut penser. Et alors ça, c'est difficile. Alors, je pense que finalement, Françoise Rudetsky nous a apporté à elle, à la fondation qu'elle a créée, aux gens qui la côtoient, à moi, quand on s'est rencontrés, et maintenant même à la culture, c'est que elle a mis dans la culture une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de s'engager auprès des blessés, et elle nous a fait finalement un immense cadeau. C'est-à-dire qu'elle avait un grand talent d'organisation, elle avait un grand talent de relation, mais l'immense malheur qu'elle a eu, elle en a fait quelque chose. C'est un immense malheur, c'est même une cascade d'immenses malheurs qu'elle a eu, et elle en a fait quelque chose, et c'est probablement pour ça, parce qu'elle nous a fait le cadeau de penser ça et d'être utile pour ceux qui vont être traumatisés dans les mois qui viennent. Parce que ça a commencé. Là, je vais tout à l'heure aller avec la mairie d'Arras. Il y a eu un homme admirable qui a été tué. Il y a eu 6 tentatives d'assassinat à Arras après l'assassinat de cet homme admirable. Donc, ce qui est en train de se passer là, vous avez sûrement remarqué qu'actuellement, il n'y a jamais eu autant de régimes dictatoriaux démocratiquement élus. Arrêtez de penser. Récitez la voix du chef, passez à l'acte, ça n'est pas un crime de tuer quelqu'un qui ne pense pas comme vous. C'est-à-dire que là, je pense que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, on a déjà ce problème à affronter, mais Françoise Rudetsky a fait quelque chose de son malheur et maintenant on est mieux préparé à affronter nos propres malheurs ou ceux qui vont arriver dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour Françoise Rudetsky. Merci.